VOA Afrique. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce jeudi pour votre rendez-vous de Washington Forum. On revient sur la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française face à l'extrême droite. Pendant sa campagne, le futur locataire de l'Élysée n'a pas précisé quelle politique africaine il mènerait. Il y aura sans doute des priorités comme l'économie, l'immigration ou encore la sécurité. Alors la France et les interventions militaires, Emmanuel Macron jouera-t-il comme ses prédécesseurs le gendarme de l'Afrique? Et puis que peut-on attendre, que peut attendre l'Afrique de ce jeune président? Sera-t-il en rupture avec l'héritage de la France-Afrique, le franc CFA, l'immigration, la colonisation, tant de thèmes que nous abordons tout de suite dans Washington Forum. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Dès le 14 mai, les présidents africains auront pour homologue français le jeune Emmanuel Macron. Et sur ce plan, l'Afrique, comme par le passé, sera un des piliers de la diplomatie française. Doit-on s'attendre à des changements radicaux dans les rapports entre l'Afrique et la France? Les éclairages d'Abdourahmane Dia. Le prochain locataire de l'Élysée n'a jamais fui le débat en ce qui concerne les sujets brûlants des rapports entre la France et l'Afrique. Le colonialisme, notamment en Algérie, n'est pas le thème préféré des politiciens français. Mais Emmanuel Macron a refusé d'ignorer le sujet. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. La polémique soulevée par ces propos avait poussé le candidat Macron à préciser sa pensée, indiquant n'avoir jamais appelé à une reconnaissance juridique de ce qu'il s'est passé en Algérie. Mais beaucoup sur le continent ont vu en lui un homme politique avec un discours nouveau, prêt à impulser une nouvelle dynamique dans les rapports entre l'Afrique et la France. Emmanuel Macron promet de défendre les principes démocratiques, mais précise-t-il, avec respect. Autre dossier, l'engagement militaire français sur le continent. Il ne devrait pas connaître de changement majeur. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'un des artisans de l'opération Barkhane dans le Sahel et de la stratégie française de lutte contre le terrorisme, a été l'un des soutiens forts à sa candidature. Et sur la coopération, Emmanuel Macron promet de se battre pour relever le niveau de l'aide. Sur le futur de la monnaie commune à 15 pays africains, le franc CFA, Emmanuel Macron maintient le flou, donnant une réponse classique: la balle est dans le camp des Africains. Avec 300 000 ressortissants sur le continent et des milliards d'euros en investissements privés, les hommes d'affaires français voient en lui un président qui consoliderait les relations économiques et commerciales, surtout dans un contexte où l'Afrique attise les appétits de nouveaux investisseurs, asiatiques notamment. Concernant l'avenir de l'Afrique, alors que certains hommes politiques occidentaux voient une explosion démographique dangereuse pour l'Europe, le jeune président de 39 ans, lui, voit en la jeunesse de la population africaine une opportunité. Avec nous en direct de Paris, l'amiral Alain Coldefy, ancien inspecteur général de France, ancien inspecteur des armées de France. Moustapha Tossa, vous êtes analyste politique. Et puis nous prendrons la direction d'Abidjan avec Venance Conan, directeur général du journal Fraternité Matin. Et puis avec nous sur ce plateau, nous avons le professeur Mohamed Kamara. Vous êtes professeur du département des études africaines à la Howard University, ici aux États-Unis. Alors, ouvrons cette discussion avec la question militaire. Elle implique aussi bien la sécurité avec la coopération militaire et les accords de défense qui existent entre la France et différents pays, mais aussi la lutte antiterrorisme. Alain Coldefy, est-ce que vous êtes avec nous ? Ah, nous ne l'avons pas. Est-ce que nous avons Monsieur Moustapha Tossa ? Ah, il semblerait que nous ayons perdu les connexions avec Paris. Alain Coldefy, est-ce que vous m'entendez? Alors, nous avons un petit souci technique, semble-t-il, avec Paris. Professeur... Ah, vous m'entendez très bien. Alors, Monsieur Coldefy, la politique des interventions militaires de François Hollande, selon vous, est-ce qu'elle va être poursuivie telle qu'elle par Emmanuel Macron? En réalité, il ne s'agit pas de la politique de François Hollande, ni de son prédécesseur, ni d'Emmanuel Macron. Les interventions les plus récentes, dont celle au Mali, et puis
intervention d'une autre nature en Sangaris, en République centrafricaine, relevait d'une lutte contre le terrorisme où nous sommes confrontés sur le territoire métropolitain à des terroristes qui viennent d'un certain nombre de pays et en particulier à certains qui viennent du Sahel. C'est vrai que ceux qui sont au Moyen-Orient, il y a une coalition, ceux qui sont au Sahel, il y a personne pour aider le Mali. Le Mali a appelé à l'aide, on vient. Ça n'a rien à voir avec la personnalité des présidents. Donc Emmanuel Macron va poursuivre, va maintenir les interventions françaises aujourd'hui. On a vu certains articles dans la presse française parlant de la longévité de l'opération Barkhane. Est-ce que Emmanuel Macron va poursuivre, va maintenir justement cette opération au nom de la lutte contre le terrorisme? Mais en réalité, on ne choisit pas les durées d'intervention. On ne choisit pas, c'est pas une politique sociale ou une politique d'imposition ou une politique de sécurité sociale. C'est une politique dans laquelle on est face à un ennemi qui veut nous tuer. Donc on intervient. Et je crois que c'est tout simple, il faut le comprendre. Ces opérations sont très longues, sont trop longues comparées aux grandes guerres qu'il y a toujours eu, qui ont duré quelques années au maximum. Là, on y est pour très longtemps. Je rappelle qu'on est depuis 1968 dans le Sinaï, pour faire respecter les accords de paix, ou au Sahara occidental depuis le début des années 80. Donc ce sont des opérations trop longues qui ne s'arrêteront que quand les terroristes arrêteront. Venance Conan, à Abidjan, on a vu donc la Côte d'Ivoire a été touchée, Bamako, Ouagadougou ou encore Grand Bassam, je le disais. L'Afrique reste une cible dans le viseur des groupes terroristes aussi. Où en est la lutte contre le terrorisme concrètement et où en sont les collaborations notamment avec la France sur ce point-là? Quelques jours, les pays de la CENFAC qui sont réunis ici à Abidjan pour discuter de ces problèmes de collaboration entre eux. Pour lutter contre le terrorisme. Mais il est évident que nos pays sont trop faibles pour pouvoir venir à bout de ce monstre. Donc, tant qu'il y aura le terrorisme, on aura besoin d'un partenaire. Et pour le moment, le partenaire, celui qui on peut compter de façon certaine, plus ou moins certaine en tout cas, c'est la France. Et comme l'a dit mon prédécesseur, ce n'est pas la France qui choisit comme ça délibérément d'intervenir dans un pays parce que ça lui plaît. Mais lorsque la situation se présente, comme au Mali par exemple, pendant de longues semaines, les États africains ont tergiversé. Et si la France n'était pas intervenue, Bamako serait tombé et après Bamako, ça aurait été peut-être Abidjan. Donc oui, on aura toujours besoin, malheureusement, ou heureusement, j'en sais bien, de la France, d'un pays comme la France, tant que nos pays seront aussi faibles. Professeur Camara, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui attendre sur le plan sécuritaire d'un prochain gouvernement français en termes de collaboration, de coopération? On sait qu'il y a le G5 Sahel qui a été créé, l'Union africaine aussi essaye de travailler, on a vu que l'Union européenne est aussi impliquée. Qu'est-ce que le futur gouvernement français pourra apporter de plus dans cette lutte, dans cette tâche qui, on le dit, s'inscrit sur le long terme? Bien, personnellement, j'espère que le prochain gouvernement français devrait aller au-delà des considérations militaires, des interventions typiquement martiales, mais aller jusqu'à la source des mouvements terroristes en Afrique, ou en tout cas des mouvements violents, des organisations violentes en Afrique, parce que si nous continuons simplement à soutenir les différentes formes, les différents arrangements qui ne font appel qu'à l'intervention militaire, je crois que l'on rate le coup. La réalité est que nous avons affaire à une jeunesse africaine qui se sent pratiquement marginalisée. Il y a la malgouvernance, même quand on parle de démocratie. En fait, dans une grande partie de l'Afrique, c'est de l'électoralisme que l'on a. La gouvernance démocratique encore n'est pas là. Donc les conditions économiques et l'engagement de la jeunesse, l'engagement des femmes et d'autres organisations sociales, catégories sociales de l'Afrique. Donc il faut aller au-delà de l'engagement militaire, vous dites? Voilà, je pense qu'il faut cela et j'espère que le gouvernement de M. Macron le fera. Alain Coldefy, quand vous disiez que ça s'inscrit dans la durée, il y a aussi pour vous ce fond, ces questions de la société en elle-même qu'il faut aborder pour pouvoir lutter contre le terrorisme? Mais en réalité, le professeur a parfaitement raison.
Là, on a mis l'accent sur l'intervention militaire. Je rappelle le cadrage français, c'est l'ONU qui donne la légitimité. La France voudrait inscrire l'Europe davantage parce que l'Europe a de gros moyens financiers pour aider le continent africain à investir, etc. Et puis enfin, essayer de renforcer les capacités africaines de maintien de la paix du gouvernement. Je rappelle que ce qu'on appelle RECAMP, renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, a été mis en place en 1997. Et les armées africaines n'ont pas fait de progrès depuis. Donc il y a cet aspect des choses, mais l'aspect qu'a indiqué le professeur est essentiel. Une population qu'on n'arrive pas à fixer sur son sol parce qu'elle n'a pas d'avenir, parce qu'elle n'a pas d'emploi, parce qu'elle n'a pas de formation, c'est pour ça que vous savez très bien que dans ce qu'on appelle les immigrés qui passent par voie de mer en Méditerranée, la moitié sont des immigrés économiques qui cherchent à gagner un peu d'argent pour eux-mêmes et pour leur famille. Donc tant qu'on n'arrivera pas, pour ça il faut qu'il y ait dans les différents pays, une bonne gouvernance, le respect des lois, une bonne formation, etc. Mais j'observe aussi que ça fait 200 ans ou 300 ans qu'il y a des médecins militaires à Dakar, qu'il y a sur la santé, du temps, le ministère de la Coopération, il y avait énormément de soutien santé, que ce soutien santé, on le maintient à bout de bras, toujours, et qu'on n'a pas réussi. On a d'excellents médecins en Afrique, c'est pas le problème. Ils viennent tous en France. Et on n'a pas ces corps qui sont la colonne vertébrale d'un pays, qui sont ce qu'on appelle la maîtrise ou les cadres intermédiaires, qui, eux, n'ont pas la capacité d'avoir un niveau de vie suffisant pour faire vivre leur famille et qui donc ne sont pas au rendez-vous de la croissance de ces différents pays. On pourrait le décliner pour l'éducation, on pourrait le décliner pour les travaux publics. Voilà. Effectivement. Le problème est là. Alors, vous avez été nombreux à réagir sur notre page Facebook VOA Afrique, comme toutes les semaines. Nous avons Séou Ousmane au Cameroun qui nous dit « Macron veut la stabilité des États pour mieux défendre les intérêts de la France. Cependant, sur la question de la sortie ou non de la zone France-CFA, le discours de Macron n'est pas convaincant. » Gustave Mouniangui en RDC qui nous dit « Emmanuel Macron doit d'abord penser à la jeunesse africaine en octroyant des bourses d'études aux étudiants africains. » Et Pascal Togola au Mali, la relation entre la France et l'Afrique ne changera pas avec Macron. Elle sera toujours basée sur le néocolonialisme et le rapport de force. L'Afrique doit profiter du bouleversement politique actuel dans le monde pour changer sa relation avec la France et le reste du monde. Et puis cette dernière réaction de Victor Soja au Togo. Nous, on souhaite qu'il puisse lutter contre la dictature en Afrique. Alors Emmanuel Macron a abordé à plusieurs reprises le sujet de la colonisation. Les accords de défense entre la France et ses anciennes colonies datent des indépendances. Mohamed Camara, doit-on s'attendre à une présence plus importante, du moins dans les débats, que ce soit entre les pays francophones et la France, de cette page de l'histoire qu'ils ont en commun? Bon, malheureusement, oui. Je dis malheureusement parce que jusqu'ici, c'est pratiquement un langage ou alors un dialogue de sourds. Parce que il faut se dire la vérité, dans ce monde globalisé, il y a en dessous de tout une interdépendance. La France dépend beaucoup de l'Afrique en matière quand il s'agit de matières premières stratégiques africaines, mais toujours ce que l'on voit, que ce soit à travers la presse ou la rhétorique des politiciens et autres, c'est la dépendance africaine vis-à-vis de la France. La réalité est que je crois qu'il faudrait que l'on arrive un jour à tourner la page sur disons, cette histoire coloniale ou post-coloniale et que l'on avance. Moustapha Tossa, vous êtes en ligne avec nous depuis Paris? Oui, je suis en ligne avec vous, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut à un moment donné tourner la page une bonne fois pour toutes? Je suis désolé, je n'ai pas pu écouter tout le débat. Nous en étions à la colonisation. Emmanuel Macron a abordé ce thème plusieurs fois durant sa campagne. Est-ce que vous pensez qu'il va être le président qui va ramener ce débat sur le devant de la scène et qu'il va falloir que la France et ses anciennes colonies tournent la page radicalement, comme le dit le professeur Camara? Oui, en tout cas, parmi tous les candidats à la présidentielle française, et je crois que parmi tous les présidents français, il faut dire qu'Emmanuel Macron a été celui qui a été le plus loin dans la qualification des méfaits de la colonisation. Il a été jusqu'à dire que c'était un crime contre l'humanité. C'est vrai qu'après, en pleine campagne électorale, il a été obligé
de relativiser un peu et de temporiser son propos, mais il est le président qui a eu les mots les plus durs à l'égard de cette séquence de l'histoire, de cette relation entre la France et l'Afrique. Et normalement, on doit s'attendre à ce qu'il adopte, qu'il prenne des positions et des postures qui vont dans ce sens. Alors lui, il dit dans la presse, il ne s'agit pas de faire de la repentance, mais il s'agit de ne pas oublier. Il s'agit d'imaginer une manière de passer à autre chose sans pour autant passer par perte et profit ou se passer douloureux dans la relation France-Afrique. Alors bien sûr, on attend, les Africains attendent que de ce président sorte quelque chose d'innovant en la matière, qui peut réconcilier les mémoires. Effectivement, on verra alors au moment où il composera de son gouvernement et puis les 100 premiers jours de sa politique. On va poursuivre cette discussion dans quelques instants. On va déjà marquer une courte pause. Restez avec nous. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines, vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie, vous et nous, ensemble. De retour dans ce Washington Forum, qu'est-ce que l'Afrique peut espérer de ce jeune président sur les différents sujets de la France-Afrique, le franc CFA, l'immigration, la colonisation et bien d'autres? Nos correspondants en Côte d'Ivoire et au Sénégal ont recueilli des réactions dans les rues d'Abidjan et de Dakar. Écoutez-les. J'aimerais voir des politiques plus autonomes, un système qui relève plus du partenariat avec les pays africains, pas de l'assistanat, vous comprenez? On n'est pas ici des pays assistés, on a une belle main-d'œuvre, on a des belles richesses, on a des organisations politiques, sociales, culturelles qui doivent être mises en avant. Je pense bien que si celui-là est venu, c'est pour encore exploiter les Africains. Vous voyez? Moi, j'aurais préféré le PNL, les idées qu'elle a données, je pense bien que c'est de très bonnes idées, du fait qu'on libérait les Africains à leur propre sort et on faisait venir nos frères africains qui sont en Europe. C'est un homme qui va intégrer l'Afrique dans sa politique pour permettre à l'Afrique de s'acheminer vers le développement. Je ne me suis même pas intéressé. Voilà. J'ai préféré me consacrer à la politique de mon pays. C'est très difficile pour avoir un visa. Donc avec Macron, peut-être il va changer. On demande tout le monde de venir, de nous soutenir, parce qu'on n'a pas encore la force, on n'a pas aussi des moyens par rapport aux Européens. Donc, qui se sent dedans, vous êtes la bienvenue pour toujours. L'action de M. Macron, je pense que c'est une bonne chose pour l'Afrique. Alors Arnaud Floris, référent national de En Marche en Côte d'Ivoire, vous êtes avec nous. Alain Coldefy, amiral et ancien inspecteur général des armées de France, vous êtes aussi avec nous. Et l'analyste Moustapha Tossa, ainsi que à Abidjan, Venance Conan et le professeur Mohamed Camara. Alors Arnaud Floris, je vais aller directement vers vous. Nombreux sont ceux qui trouvent que Emmanuel Macron est assez insaisissable, difficile de savoir ce qu'il pense réellement, notamment sur l'Afrique. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus sur son programme pour l'Afrique maintenant qu'il a été élu? Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Alors je pense que cette question a été un peu traitée en première partie donc des interventions. Et à ce sujet, je pense que l'avenir de la France et de l'Europe se joue aussi en Afrique. Et ça, Emmanuel Macron en est convaincu. L'objectif est de bâtir une relation économique et politique véritablement partenariale. Et ça, c'était souligné dans les interventions juste avant, en fait, enregistrées au Sénégal et à Abidjan. Et donc, c'est cette politique de partenariat qui s'appuierait sur les forces vives africaines et françaises. Donc, avec pour objectif également de renforcer nos liens et d'écrire une nouvelle page dans les relations entre nos pays. Donc, essentiellement économique. Essentiellement économique. Il y a des deux. Là, je parle surtout de l'aspect économique, mais c'est économique et bien évidemment politique. Alors, au niveau politique, je tiens à souligner la dimension régionale du mouvement En Marche. De Rabat à Abidjan, on a établi un réseau de comités présent dans beaucoup de villes, et c'est véritablement inédit à l'échelle de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest, donc aussi en Afrique francophone. Alors, donc, il y a une volonté politique également.
Alors, Venance Conan, il déclarait pendant la campagne « J'agirai en Afrique en toute transparence, loin des réseaux de connivence ». Est-ce à dire que la fin de la France-Afrique démarre avec Emmanuel Macron? Bon, chaque président français a annoncé la fin de cette fameuse France-Afrique. Mais je crois qu'il faut que nous gardions en tête que le président Macron a été élu pour défendre les intérêts de la France. Il a été élu pour se battre contre le chômage des Français, pour le pouvoir d'achat des Français, pour la sécurité des Français. Alors le reste, tout ce qu'il va faire en Afrique aura pour objectif d'atteindre ces objectifs-là. Si les réseaux dont on parle peuvent permettre à la France d'avoir un mieux sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, il les gardera. Si ces réseaux-là ne lui servent à rien, il s'en débarrassera, c'est tout. Si nous voulons, nous, Africains, nous débarrasser de cette France-Afrique, si nous estimons qu'elle nous nuit, c'est à nous de prendre nos dispositions pour nous en débarrasser. Alors, Moustapha Tossal... C'est pas Macron qui le fera à notre place. Moustapha Tossal, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, entre autres, a salué l'élection d'Emmanuel Macron. Quel avenir spécifiquement avec les pays du Maghreb? Il a été en visite en Algérie. Quid du Maroc? Non, pas quid du Maroc. D'ailleurs, dans son entourage, je crois, et lui-même, je crois qu'il avait annoncé que sa première visite au Maghreb serait au Maroc. Donc c'est une manière aussi d'avoir une relation équilibrée avec cet ensemble régional. Il a fait des déclarations à la presse. Il n'a pas voulu se positionner par rapport à un conflit qui dure depuis plus de 40 ans entre le Maroc et l'Algérie. Mais sa démarche, c'est de dire qu'il faut absolument que ces pays retrouvent des relations normales pour pouvoir peser sur l'équation régionale. Donc il n'est pas l'homme à apporter des ruptures ou des transformations radicales, mais il l'a montré à plusieurs reprises il avait le profil politique pour accompagner des innovations, entre guillemets, politiques dans la région. Et donc, forcément, Emmanuel Macron serait de ce genre de personnalité politique qui pourrait s'accommoder avec la démarche marocaine. La démarche marocaine étant aujourd'hui, c'est de défendre à l'international l'option de l'autonomie du Sahara marocain. Et donc, Emmanuel Macron aurait ce profil-là qui aiderait à ce que la région puisse se réconcilier, à ce que les Marocains et Algériens puissent travailler dans l'avenir, la main dans la main. Donc, il n'y a pas, sa relation avec le Maghreb n'est pas une relation conflictuelle. C'est vrai que les Algériens, avant même son élection, ils ont dit qu'il était leur ami. Et le roi du Maroc a été le premier à lui adresser un message de félicitations. Et le Maroc sera le premier pays qu'il va visiter Effectivement, au Maghreb. alors on le verra dans les prochains jours. Si vous permettez, je vais donner la parole à Alain Koldefy. Alain Koldefy, comment est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il va y avoir une rupture, il va y avoir un renouveau? Comment est-ce que vous voyez un petit peu les premiers pas d'une politique africaine du gouvernement Macron? Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur un premier point. Contrairement à ce qui a été dit, les accords de défense signés après l'indépendance des pays africains, d'ailleurs au début des années 60, ont tous été revisités. Et ce qui est symbolique, ils prennent l'appellation maintenant de partenariat de défense. Et puisqu'on a un interlocuteur de la Côte d'Ivoire, début 2014, à l'unanimité, le Parlement ivoirien a ratifié ce partenariat de défense. Le vocabulaire est important. Et je pense que dans ce domaine, on cherche à avoir des deux côtés, non pas un accord de défense, de protection, etc., mais un partenariat. La France est dans plusieurs systèmes d'alliance, l'OTAN en particulier avec 27 autres pays, avec des puissants comme les États-Unis, des moins puissants. Donc c'est des choses qu'on a l'habitude de traiter. Il faut qu'on trouve effectivement un équilibre sur ce plan. S'agissant de la question que vous posez, je pense que le président élu va avoir une politique équilibrée qui mettra l'accent sur, j'allais dire, l'aide à l'investissement et peut-être l'aide à l'investissement dans tous les domaines, éducatifs, etc., au plan local, en espérant que les partenaires mettent de leur côté toute leur énergie politique, économique, etc., pour investir réellement. Je citais l'exemple des médecins. Les médecins qu'on forme la plupart du temps en France doivent retourner au pays, mais au pays doivent être considérés, aidés avec des infirmiers, des aides-soignants, etc. Bon, je prends le système de santé parce que c'est le plus représentatif et c'est le plus facile à expliquer. Donc je ne vois pas de bouleversement. On a cité le Maghreb.
La France a des relations avec l'Algérie, des relations avec le Maroc, elles sont de nature un petit peu différentes pour des raisons historiques, avec la Tunisie. Je crois qu'il n'y a pas lieu de voir des changements fondamentaux. Ce qui est clair, c'est que le président élu n'a pas de passé comme pouvaient avoir les anciens présidents, si je puis dire, y compris ceux qui étaient un peu plus jeunes, comme les 2 derniers présidents de la République. Mais ils étaient issus d'un système qui avait des relations anciennes, par France-Afrique, etc. Donc lui, il est un petit peu neuf dans ces affaires, puisque en fait, il a rallié l'Élysée qu'en 2012 comme secrétaire général adjoint de la effectivement, un président avec un passé plutôt, un CV plutôt neutre, on dira. Professeur Camara, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est justement cette élection d'Emmanuel Macron est justement l'occasion pour à la fois les pays du continent et la France d'équilibrer leurs rapports, leurs relations ? Oui, je crois. Et puis, j'espère que ça va être une occasion que toutes les deux parties vont... dont toutes les deux parties vont profiter, parce que nous avons vu, par exemple... On a beaucoup entendu qu'il faut que l'Afrique y mette du sien pour... il faut que l'Afrique... Ça n'aille pas dans un sens. Il faut que l'Afrique... Oui, il faut que l'Afrique y mette du sien, mais il faut que l'Afrique aussi soit autorisée à y mettre du sien, surtout, par exemple, l'Afrique francophone. Quand nous parlons de l'Afrique y mettre du sien, de quoi parlons-nous en fait? Quand même le financement, on parle d'aide, on parle de dette. Ce sont les deux sources les plus grandes du handicap économique africain aujourd'hui. La souveraineté africaine, je ne veux pas m'exprimer en socialiste ou autre, puisque je ne le suis pas, mais je crois qu'à l'ère de la mondialisation, où la Chine pénètre l'Afrique à tous azimuts, et elle fait des grands progrès, peut-être superficiels, mais de toute façon de grands progrès, comparé à tout ce que les États-Unis, la France, l'Allemagne fédérale de son temps combinés ont dû faire. Je pense qu'il faut que l'on équilibre les choses. Je voudrais que l'on parle plutôt d'investissement, que l'on parle plutôt des affaires, que ce que l'on tire de l'Afrique soit compris comme des affaires, pas un simple partenariat. Alors Arnaud Floris, est-ce que justement la politique économique d'Emmanuel Macron va être plutôt sous le thème des investissements, de partenariats, de faire des affaires? Il y a eu un rapport de M. Védrine et de M. Zinsou. Est-ce que ce rapport peut inspirer la prochaine politique économique d'Emmanuel Macron pour l'Afrique? Alors pour vous répondre directement, oui, sous le signe des partenariats. Et partenariats, donc je la résumerai en 3 grands axes. Le premier étant l'établissement de partenariats stratégiques entre les unions européennes et africaines, en lien avec les organisations régionales comme la CEDEAO, qui a fait un excellent travail en matière de résolution des conflits. On l'a vu récemment à plusieurs reprises. Le deuxième axe étant l'approfondissement des relations avec les acteurs de la société civile et également les acteurs économiques. Et à ce titre, nous comptons mettre en place un programme de renforcement des capacités donc de la société civile dans toutes leurs composantes, des fondations aux syndicats en passant par les partis politiques. Et le troisième axe serait donc l'encouragement et le développement de la francophonie, mis un peu à l'écart ces dernières années. Alors, parmi les mesures à prendre en compte, moi je retiendrai la nécessité de déployer des partenariats dans l'enseignement et la formation. Ça, c'est fondamental. Nous sommes pour la mise en place d'un programme Erasmus entre l'Europe et l'Afrique, notamment, parmi d'autres mesures. Et également la nécessité de promouvoir la diversification des économies. Et ça, c'est central. L'intervenant juste avant moi parlait de dette et d'efforts à faire au niveau des pays africains, mais cette question de la diversification, elle est centrale. Comment mobiliser plus, les aider à mobiliser plus de ressources domestiques, et donc comment mettre en place des instruments financiers. Effectivement. Malheureusement, je dois vous couper, mais en tout cas, merci à tous nos invités. Restez sur VOA Afrique pour plus d'informations. Merci à toute l'équipe technique ainsi qu'à TV Carrefour, à Boïcon au Bénin. Washington Forum se termine et à la semaine prochaine.